beaucoup. Hélène, je te repasse la parole pour que tu introduises Anaïs. Je t'en prie. Antonio évoquait les notions de flexibilité et d'adaptabilité dont nous devons faire preuve plus que jamais. Et je pense que Anaïs, de ce point de vue, qui est notre prochaine intervenante, avec la création de Culture Connect, mais également avec son expérience en Angleterre, au British Museum et au V&A, pourra aussi témoigner de tout le travail qu'elle a développé et nous faire part aussi de la situation actuelle et de son analyse. Se rapproche-t-elle de celle d'Antonio ou pas? Merci Anaïs d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Et puis tout d'abord, un grand merci à vous, Hélène, Juliette, Charles, pour cette invitation à participer au débat de ce soir. Je suis ravie en fait d'être là parce que cette question de l'intelligence des musées a-t-elle un prix? C'est une question qui est en fait ponctuée de façon régulière mais assez centrale finalement ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Comme Hélène le signalait, j'ai créé Culture Connect il y a maintenant 3 ans, donc une société de conseil dédiée au secteur culturel. Et j'ai eu la chance, en fait, avant cela, pendant 15 ans, en fait, de naviguer professionnellement entre différents continents. J'ai travaillé en Europe, en Asie, aux États-Unis. De naviguer aussi entre des postes dans le public, des postes dans le privé, de bouger du monde corporate en travaillant chez Ernst Young, mais aussi au sein d'institutions culturelles, le Lincoln Center aux États-Unis et, comme le citait Hélène, le British Museum et le V&A au Royaume-Uni. Et en fait, j'ai toujours été très curieuse de voir en fait quels étaient les transferts possibles entre ces différents mondes en fait auxquels je participais et que je côtoyais. Et donc c'est assez naturellement que finalement la question de se demander comment le musée pouvait avoir un esprit un peu plus entrepreneurial, quelles étaient les bonnes pratiques du monde de l'entreprise qui pouvaient être appliquées au musée pour essayer de lui permettre de donner le meilleur de lui-même. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. C'est un peu comme ça que j'ai commencé ma carrière dans les musées. Et mon premier poste au British Museum a été un poste à l'époque, je vais vous le dire en anglais, je ferai la traduction, mais donc de commercial advisor, donc conseiller commercial. Donc un mot qui, à mon avis, à l'époque, dans plein de musées au Louvre, on n'était pas encore avec le développement, enfin en tout cas des équipes comme on les a aujourd'hui. Et donc voilà. Donc ce que je vais essayer de faire dans les quelques minutes qui me sont allouées, c'est d'essayer de partager mon expérience de développement de politique de valorisation commerciale, de ce savoir-faire, de cette expertise, de ces marques des musées au sein de ces 2 grandes institutions nationales au Royaume-Uni que sont le British Museum et le V&A. Alors, un des points, parce que Antonio a cité l'importance en fait du contexte, je pense que c'est assez important de souligner qu'effectivement, cette carrière et ce développement, il s'est fait dans un contexte dans lequel finalement le mariage de la culture et du commerce n'était pas quelque chose qui choquait ou qui dérangeait, c'était quelque chose de finalement assez naturel. Donc, je vous ai cité le nom de mon poste qui aller droit au but et je vous expliquerai un petit peu le contenu et la mission que j'avais dans un instant. Mais je voulais aussi citer Sir Henry Cole, qui était le fondateur du V&A, qui, à la fin du 19e siècle, n'avait absolument aucune gêne à expliquer comment ce musée faisait partie en fait d'un écosystème économique et qu'il contribuait en fait au développement du design et de l'industrie en fait anglaise. Donc je vais le faire si c'est possible en anglais, ou il faut que je traduise. Je me tourne un peu vers Juliette et Hélène. Est-ce que les traducteurs pourront traduire en simultané si je le fais en anglais? Oui, alors j'y vais. Donc c'est Sir Henry Cole qui parle en fait du musée, qui défend en fait le musée Henry Cole qu'il défend. Il dit I think the first result Je pense que le premier résultat de ce genre d'institution est de faire en sorte que le public
regardent à l'objet. Ensuite, ils passent dans les boutiques et ils disent on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. On a vu quelque chose de plus beau dans le musée à South Kensington. Et les commerçants qui cherchent leur propre intérêt rapportent cela aux fabricants et de cette manière, la demande est générée. C'est que le musée du V&A, donc à ce moment-là, il s'appelait le South Kensington Museum, il était là pour en fait développer le goût et la demande du public pour des objets qui allaient être esthétiquement jolis. Et c'était un peu à l'époque où les Anglais, qui étaient très bons sur le plan industriel, commençaient un peu à perdre pied face aux Allemands, aux Français qui avaient développé et qui avaient ajouté en fait le design dans le processus industriel. Donc lui, sans gêne, il dit en fait le musée fait partie d'un écosystème économique. Et effectivement, c'est cet esprit-là en fait que j'ai retrouvé quand j'ai commencé à travailler soit au British Museum, soit au V&A, cette chose où il y a une flexibilité, une adaptabilité à naviguer entre ces univers. Donc, à quoi ça consistait et comment, en fait, quel était le périmètre, en fait, de ce travail. Donc, si je reprends le mandat, en fait, que m'avait confié au tout début au British Museum, ce rôle de commercial advisor, ma mission, c'était de créer des nouvelles sources de revenus pour le musée qui n'étaient ni la billetterie, ni tout ce qui est produits dérivés, ni la philanthropie, ni les publications. Donc, quand on m'a donné la feuille de route, je me suis dit, bah, il ne reste pas grand-chose. Comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à ça? Et effectivement, tout le travail que j'ai eu à mener, c'était effectivement de réfléchir à quels sont ces atouts que le musée a et quelles sont les modalités pour essayer de monétiser en fait ce secteur-là. Et donc, je ne vais pas m'attarder, mais je vous donne juste une étendue en fait du travail. Donc, ça allait de réfléchir à des politiques de legs différentes, maximiser l'argent dans les donation box. Et puis, en fait, de plus en plus, il y a eu la réflexion de se dire, mais cette expertise, en fait, nos atouts, c'est nos objets, notre lieu qui est le musée, et puis l'expertise qu'on a. Et effectivement, en fait, très vite, mon travail s'est tourné vers l'international et le développement en fait de l'itinérance, de la programmation itinérante du British Museum, et donc les expositions. Il y avait tout un pan d'exposition qui effectivement était conçu avec un business model derrière qui était complètement commercial. Et donc effectivement, et je reviendrai là-dessus, avec toujours une idée d'équilibre complexe, parce qu'on faisait aussi de ce qu'on appelle la cultural diplomacy, hein, donc la diplomatie culturelle. Et donc, c'était, comme l'indiquait un peu Agnès, c'est vrai que ces deux choses-là peuvent complètement cohabiter. C'est pas toujours simple, mais on faisait donc coexister ces deux aspects-là. Donc, une grosse partie de l'aspect de monétisation de cette expertise, elle passe aujourd'hui encore par ces expositions itinérantes qui se sont développées et aujourd'hui sont une vraie partie en fait une vraie source de revenus pour beaucoup de musées de par le monde. Le deuxième exemple que je voulais citer, c'est un exemple là pas au British Museum mais au Victoria and Albert Museum, où en fait ma feuille de route, quand j'ai été repris la mission de développer la politique internationale du musée et sa stratégie internationale, ça a été en fait de réfléchir justement aux spécificités du Victoria and Albert Museum, qui était très bon en termes de développement d'expositions, notamment très interactives, et qui avait développé cette donnée entrepreneuriale. Et en fait, j'ai développé avec mes collègues de l'époque des séries en fait de formation sur site, en résidence, pour des professionnels des musées du monde entier, donc en s'appuyant sur la compétence, le savoir, l'expertise de mes collègues du musée et en packageant ça de façon à ce que ça puisse effectivement être un produit que le musée vende. Et le troisième exemple que je voulais citer, c'est le développement en fait, d'un très gros partenariat avec une entreprise chinoise qui s'appelle China Merchants Group. Donc, quand j'ai commencé, en fait, le directeur du V&A de l'époque m'avait dit « Anaïs, c'est formidable, nous avons rencontré ces personnes, je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire, ça va être formidable et il faut juste que tu inventes ce que c'est. » Et donc, c'était assez fantastique d'avoir cette page blanche sur laquelle travailler. Donc, effectivement, ce partenariat, ça a été une combinaison
je dirais, de conseils, de production et de partage de contenu, et également tout un aspect de valorisation de la marque et de la licence, en fait, du V&A. Donc, avec des aspects similaires à ce qui a pu se faire avec le Louvre Abu Dhabi, dans une très moindre mesure, parce que je pense qu'il y a eu un avant et un après Abu Dhabi, comme le disait Juliette, mais aussi, je pense que Abu Dhabi, dans son ampleur, le Louvre Abu Dhabi, je pense, est un élément unique dans l'histoire des musées. Mais donc, voilà, avec l'idée, effectivement, de se dire comment est-ce qu'on peut collaborer et développer ces collaborations de façon à ce qu'elles soient viables et financièrement. Donc voilà, donc ces projets, ils avaient comme point commun effectivement de rapporter des revenus significatifs aux institutions dans lesquelles je travaillais. Mais finalement, cet aspect-là, c'est un aspect qui est crucial, mais qui n'était jamais complètement le moteur en fait de ces aspects-là. Parce que dans la façon dont la gouvernance en fait des musées, c'est vrai qu'il faut quand même toujours essayer d'expliquer, de défendre son projet. Et finalement, la question de l'équilibre interne et donc la masse de travail pour les équipes par rapport à ces nouveaux projets qui arrivent, ainsi que la préoccupation en termes de réputation, tout ça, pour les trustees, donc le leadership de ces institutions, c'est des choses qui étaient importantes et aussi à prendre en compte. Et donc, effectivement, la réalité de ces projets, même s'ils ont des bases et qui s'appuient sur un business model qui est commercial, ils se doivent en fait d'avoir ces autres dimensions. Et alors, je suis désolée parce que je n'ai pas pu être là tout le temps, donc je ne sais pas si on en a parlé déjà, mais ça avait été évoqué dans la réunion qu'on avait préparée. Ils ont aussi cet aspect de transformation et de motivation aussi des équipes, parce que c'est des expériences qui sont toujours des expériences à double sens. C'est jamais quelque chose où on est juste en termes de diffusion qui va que d'un côté. Et donc, c'est vrai que c'est des projets que j'ai toujours pu réussir à défendre au sein de ces institutions, aussi parce qu'ils apportaient une ouverture, un horizon, une opportunité en fait de soi-même se découvrir et d'améliorer et de découvrir d'autres pratiques. Et donc voilà, donc tous ces aspects-là, effectivement, ont toujours profité, enfin en tout cas porté ces projets-là. Mais je voulais en fait m'arrêter un petit peu, malgré le fait que je vienne d'un environnement où c'est complètement bien vu et très favorable, sur la réflexion en fait qui vient post-Covid, ou en tout cas post-première et deuxième vague de la Covid. En fait, on voit que dans cet environnement, donc je décrivais, qui est le Royaume-Uni, après finalement 15 ans de politique extrêmement volontariste, où on a poussé les institutions culturelles, et c'est pour ça que j'ai eu le travail que j'ai eu au sein de ces institutions, à essayer de penser de façon créative, penser outside of the box, par rapport en fait à ces modalités d'intervention et à la fait d'être de plus en plus autonome financièrement. Et bien finalement, en fait, quand on regarde le résultat de la crise, il y a beaucoup de chefs d'établissement aussi, et aujourd'hui au Royaume-Uni, qui regardent avec envie le modèle français. Quand on voit que le Louvre a perdu, je crois qu'on parle de 90 millions d'euros en termes de pertes annuelles, mais que ça ne se traduit par aucun licenciement. Alors que je dirais que dans les grands musées anglo-saxons, on est plutôt autour de 20%, entre 20 et 30% de réduction des effectifs. Et on a vu les chiffres d'Antonio pour la scène muséale américaine qui sont aussi assez parlants. C'est vrai qu'il y a un peu un retour de se dire, effectivement, qu'est-ce que ça signifie et est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans notre politique de commercialisation et est-ce que notre modèle est en fait pérenne. Et je voudrais revenir sur quelque chose qui a été, qui est toujours pour moi, et c'est quelque chose avec lequel je travaille quand je suis sur des projets avec des clients, c'est que la boussole que j'ai et qui me semble plus importante aujourd'hui que jamais, c'est l'idée qu'il faut évaluer de façon très honnête la place de ce rôle du modèle commercial a par rapport à la dimension en fait de production
de valeur ajoutée culturelle. Et c'est-à-dire qu'il ne doit jamais, en fait, à mon sens, devenir le moteur, la raison d'être. Ça doit rester simplement un moyen et un outil pour que le musée, en fait, puisse réaliser son travail. Et si je reprends l'exemple du partenariat en Chine, l'idée et la raison pour laquelle les trustees du V&A ont en partie abondé dans le sens du projet, et la raison pour laquelle le projet faisait sens, c'est parce qu'il y avait une très grande similitude entre la genèse de cette nouvelle institution à un moment où on passait du Made in China to Design in China, qui était cette même en fait transition qu'il y avait eu à l'histoire et à l'origine du V&A. Ben, tout ça, ça faisait qu'il y avait du sens, qu'on a pu effectivement générer de l'argent pour le musée, mais tout ça s'intégrait de façon complètement harmonieuse avec le reste de l'activité du musée. Ça a permis en fait de pouvoir découvrir, étudier cet aspect de l'histoire du design qui est au cœur du sujet qu'étudie le V&A de façon complètement innovante parce qu'on avait des collègues qui étaient sur place et donc qui pouvaient échanger, découvrir les acteurs de ce changement d'une manière qu'on n'aurait pas pu imaginer si on avait juste envoyé nos collègues dans des missions temporaires. Donc, tous ces éléments-là, il faut toujours que ça se prenne et que ça soit à prendre en compte de façon holistique avec comme moteur premier quand même la création de valeur ajoutée culturelle. Et donc, pour conclure, sur la question de l'intelligence des musées a-t-elle un prix, j'abonderai dans le sens d'Agnès qui a cité, oui, bien sûr, sans hésiter, et les autres intervenants également. Je suis complètement d'accord avec ce point de vue-là. Il y a tout à fait des conditions dans lesquelles on peut, sans gêne, réfléchir à ces modèles commerciaux, à créer des business models qui sortent de la subside publique. Mais, et ça, quelle que soit l'échelle, et je pense qu'on en parlera avec des exemples locaux par la suite. Donc, il n'y a pas besoin d'être un très grand musée pour pouvoir se lancer là-dedans. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, c'est un des outils que le musée a à sa disposition. Mais effectivement, comme c'était souligné aussi par Hervé Barbaret, il faut que ce soit fait bien et avec les bonnes conditions. Mais surtout, la chose qui, à mon avis, est au cœur, et parce qu'on est dans un débat sur aussi l'éthique des musées, ce à quoi on doit tous réfléchir, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, c'est quand même ce besoin aujourd'hui de réaffirmer ce rôle civique et social des musées et de la culture. Et je pense qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de pouvoir articuler, comme on dit en anglais, build a case for the museum, comme un bien commun public. Et donc, il ne faudrait pas que cette créativité qu'on a et cette innovation qu'on a dans les modalités d'être musée prennent le pas sur ce besoin en fait, de quand même maintenir cette notion de musée comme bien public commun, clé pour créer du lien, reconstruire un petit peu nos sociétés. Et donc, je finirai juste avec une invitation à lire un formidable ouvrage qui s'appelle What Money Can't Buy, qui est du philosophe américain Michael Sandel, où il explique très bien la dérive qu'il peut y avoir avec cette exploration, en fait, de cette transformation de notre société en ce qu'il appelle les market societies. Et il explique bien, en fait, comment, de façon très insidieuse, en fait, quand quelque chose qui fait partie du bien commun, qu'on décide de vouloir partager avec le plus grand nombre et monétiser les limites, en fait, les limites du système. Donc, je pense que comme pour beaucoup de choses, c'est une question de mesure. Il faut imaginer, rêver, arriver à penser autrement, mais il ne faut pas oublier que fondamentalement, la culture est plus encore aujourd'hui que jamais est centrale à nos sociétés et doit rester un de ces canaux pour arriver à reconstruire les sociétés fracturées. Donc, nous qui poussons l'aspect commercial, il faut qu'on ait cette responsabilité-là de savoir où poser le curseur et qu'on ne tombe pas dans une dérive qui, après, nous échappe. Voilà pour mon intervention.
Merci Anaïs, vous avez dit tellement de choses dans cette intervention, je viens de garder, d'essayer de les résumer, mais je rappelle à ce stade que tout le monde peut réécouter toutes ces interventions dès demain sur la vidéo et qu'elles seront publiées naturellement. Alors bien sûr, vous avez dit que vous terminez en disant que c'est finalement, en disant que c'est à nous hein, de faire de la culture cet instrument majeur de transformation sociale. Merci de l'avoir dit. Vous avez aussi dit une chose qui va faire une transition avec Michel Antoine, à qui je vais passer la parole maintenant. Vous avez dit que ce qu'il fallait aussi, c'est qu'on mesure les effets que l'ingénierie culturelle avait en retour sur nos compétences et sur nos équipes. Et je crois que Michel, on pensait faire une intervention en 2 fois, mais finalement, je crois que Michel, elle va être en une seule fois parce que c'est tellement, les choses se passent jamais tout à fait exactement comme on l'avait pensé. Et tout ça est très intéressant. Donc, je prends 2 minutes pour te présenter quand même. Tu es donc directrice des expositions d'Univers Sciences. Tu es en charge de la programmation des expositions de la Cité des Sciences et du Palais de la Découverte, leur production, etc. Et tu vas nous parler en grande partie de la Cité des enfants et de la manière dont la Cité des enfants a été, comment on peut dire, transmise, portée à l'international dans un vrai processus d'ingénierie culturelle dont tu dis à quel point il est enrichissant des 2 côtés, enrichissant pour ceux qui reçoivent et enrichissant pour ceux qui donnent. Donc, on attend beaucoup de ton intervention, cher Michel. Merci. Et si tu mets ton micro, ce sera beaucoup mieux. Le grand classique, c'était étonnant que ça ne soit pas arrivé, le grand classique des visios, surtout à cette heure-ci. Je disais merci, bonsoir à tous et merci Juliette pour cette présentation si gentille. Donc je le reprends, Univers Sciences, c'est un nom un peu barbare, mais qui couvre 2 institutions importantes, institutions de culture scientifique importantes à Paris, le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Donc on est un gros musée, 3 millions de visiteurs in situ, 1,2 million. Alors je vous parle évidemment des bonnes années, les dernières années n'ont pas été évidemment à la hauteur, mais donc 1,2 million de visiteurs hors les murs, puisque oui, nous avons aussi cette activité itinérante qui est passée un peu en filigrane dans toutes nos discussions, alors que ce n'est pas tout à fait de l'ingénierie culturelle à proprement parler, mais il faut avouer que c'est quand même très lié. Alors, ma première réflexion, parce qu'évidemment, quand on passe la dernière ou presque la dernière dans une présentation, un webinaire comme ça, on réécrit sa présentation en permanence. Et une réflexion qui me venait vraiment, c'est qu'en fait, depuis le tout début, et ce que Claude Mollard nous a mentionné comme geste quasiment de l'ingénierie culturelle, le monde des musées a extrêmement changé. Et non seulement le monde, mais surtout les professionnels du musée ont extrêmement changé. Et objectivement, puisqu'on me demandait de voir quel était l'impact, qu'est-ce que l'ingénierie culturelle a fait au musée, eh bien, je crois qu'on peut dire que l'ingénierie culturelle a poussé d'une certaine manière la professionnalisation des musées. Et j'en veux pour preuve les programmes, par exemple, de nos maîtrises dans les différentes universités, et c'est très intéressant de les regarder, les cours de gestion de projet, des cours voire de finance, tous les cours, tout ce qui amène cette compétence qui était l'apanage du privé dans les temps héroïques, rentre progressivement dans la formation de ces jeunes qui arrivent dans nos collectifs de travail. Car en fait, ce dont je m'aperçois pour le moment, c'est que j'ai des candidatures absolument incongrues il y a 10 ans, des personnes qui arrivent de Sciences Po, des meilleures écoles de commerce, d'écoles de design réputées, postulent, veulent intégrer les musées parce qu'il y a dans le musée une dynamique et une manière de faire dans laquelle ils se retrouvent. Et
je tends à penser que l'ingénierie culturelle n'y est pas étrangère. Et donc, par tout ce développement qui a pris 25 ans, et à Univers Sciences, ça fait à peu près 25 ans que l'on fait l'ingénierie culturelle essentiellement, mais pas seulement, autour de la Cité des enfants, il y a donc eu une accumulation de savoir et de savoir-faire avec une particularité qui est que ce savoir et ce savoir-faire a vraiment été éprouvé par l'expérience, éprouvé par l'expérience du visiteur, par la réalité. Et donc, je crois qu'une des grandes forces des musées dans leur ingénierie culturelle, c'est de présenter des concepts qui ont fait leurs preuves. Pour la Cité des enfants, par exemple, je parle de la dernière version, puisqu'il y a eu plusieurs versions de la Cité des enfants, mais la dernière version a ouvert en 2007 pour la Cité des petits, en 2009 pour la Cité des grands. Et bien depuis, 8 millions de jeunes visiteurs ont apprécié cet espace. Ce qui fait qu'évidemment, lorsqu'on offre cet équipement, enfin, on l'offre, elle a un prix, hein, bien sûr, mais quand on offre cet équipement à un partenaire, c'est avec l'expérience acquise au cours de toutes ces années et avec tous ces jeunes visiteurs. Alors oui, donc notre Cité des enfants est évidemment notre fer de lance. Nous l'avons reproduite en 10 exemplaires. Donc, il y a 10 endroits dans le monde, en France et dans le monde. Donc en France, Strasbourg, Lille, pour n'en citer que quelques-uns. À l'international, Hong Kong, Macao, Dubaï, Gênes, Valence. Donc toutes ces expériences se sont bâties, je dirais, progressivement avec une accumulation d'un savoir-faire assez impressionnant. Et pourquoi nous sommes recherchés? Mais vraisemblablement parce que nous avons un produit qui est assez unique. J'ose dire produit puisque nous sommes dans cette assemblée. Alors évidemment, certains pourraient se hérisser, mais nous avons un produit unique parce qu'il est vraiment bâti avec les experts de la petite enfance, avec des experts du développement de l'enfant, avec des experts qui sont tous les artistes qui travaillent avec les enfants. Et donc, on fait converger vers ce produit absolument unique tout le savoir que nous mettons dans nos expositions in situ. Donc, comme dirais-je, le produit Cité des enfants je voulais dire. Ce produit a en fait depuis été beaucoup copié. Et c'est quelque chose qui en fait nous plaît beaucoup, puisque je dirais que c'est la marque des productions ou des offres intéressantes, c'est bien d'être copié. Et c'est pourquoi nous sommes pour le moment en train de renouveler complètement cette offre par la production d'expositions temporaires au titre comme Fragile, Contraire, Métamorphose, donc des offres qui sont plus ouvertes, qui mettent plus en valeur et en exergue la créativité de l'enfant. Et donc, on va continuer à transformer de l'intérieur cette Cité des enfants pour toujours offrir une cité qui corresponde à la demande. Claude Mollard le mentionnait très clairement, il faut aussi qu'il y ait en face une véritable demande, et cette demande a changé puisque le monde a changé. Et donc, de manière plus générale, dans notre ingénierie, puisqu'elle ne se limite pas à la Cité des enfants, ce qui est très très important, c'est vraiment de présenter ce qu'on fait le mieux. C'est-à-dire que nous n'allons pas à Univers Sciences proposer des services d'ingénierie dans tous les domaines possibles et imaginables. Ça n'aurait aucun sens. Il faut vraiment consacrer tous nos efforts à ce dans quoi nous sommes bons. En introduction, on parlait de ce cadre stratégique qu'il faut se donner quand on fait de l'ingénierie culturelle. C'est le nôtre. C'est de nous limiter à des secteurs dans lesquels nous avons un niveau d'excellence reconnu nationalement et internationalement. En l'occurrence, la muséographie pour enfants, bien entendu, on vient d'en parler, mais aussi la médiation pédagogique, la médiation humaine, hein, la marque de fabrique du Palais de la Découverte depuis plus de 80 ans. C'est aussi l'accessibilité,
tout ce design pour tous, que nous travaillons depuis l'ouverture de la Cité des sciences et de l'industrie. Et en fait, enfin, certaines thématiques, comme les thématiques cinéma ou les thématiques liées à la biologie, qui nous ont valu des contrats avec le musée du cinéma à Cannes ou avec l'Institut Pasteur plus récemment. Donc vraiment, s'assurer que nous avons une valeur ajoutée dans, comment je dirais, dans notre offre de services d'ingénierie culturelle. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas tout, et bien évidemment, il est des domaines dans lesquels nous sommes au contraire consommateurs d'ingénierie culturelle. Il nous arrive très très fréquemment de faire appel à des agences comme ABCD par exemple. Nous l'avons fait à plusieurs reprises, notamment pour le Palais de la Découverte, parce qu'il y a des sujets qu'on ne connaît pas, ou parce qu'il y a aussi des domaines dans lesquels le regard extérieur que peut apporter une agence d'ingénierie culturelle sur notre propre activité, même d'ailleurs dans des domaines qu'on connaît un peu mieux, est extrêmement nourrissant et nous permet souvent de passer un cap. Alors, au niveau de la méthodologie, puisque Juliette soulignait que nous avions développé une méthodologie un peu spéciale, en fait, nous suivons les modèles canoniques qui sont décrits dans l'ingénierie culturelle, enfin dans les modèles notamment cités par Claude Mollard. Mais ce que nous faisons et qui est assez particulier, c'est qu'il n'y a pas d'équipe dédiée à l'ingénierie. Nous avons bien entendu une équipe qui se charge de la prospection, qui se charge du contact client, qui se charge de la coordination des projets, mais c'est bien l'ensemble du collectif d'Universcience qui potentiellement peut intervenir dans un projet d'ingénierie culturelle. Et donc, nous avons à notre disposition un très grand nombre, nous sommes quand même une grande institution, un très grand nombre d'experts qui peuvent intervenir soit très ponctuellement dans le cadre d'un brainstorming. Quand on développe un concept, quand on adapte la Cité des enfants, cela généralement passe par un brainstorming ou ce qu'on appelle un cerveau collectif qui va générer tout un ensemble d'idées. Quand on fait un diagnostic en tout début de projet, on s'attache à le faire à 360 degrés parce que nous avons dans notre institution justement l'ensemble des fonctions qui seront à l'œuvre dans le nouvel équipement, et donc chacun peut apporter son regard. Alors, ça paraît idyllique quand on le présente comme ça, évidemment, ça a sa contrepartie, qui est que cette activité d'ingénierie culturelle est évidemment, je dirais quasiment interstitielle dans la manière, dans le travail de chacun des collaborateurs. Et je crois avoir vu une de mes collaboratrices parmi le public, elle pourrait le confirmer. Et parfois, il faut aussi faire preuve de persuasion auprès de nos collaborateurs pour qu'ils rentrent dans la démarche d'ingénierie, parce qu'évidemment, en même temps, ils sont sur le feu toute une série de projets, j'ai envie de dire, in situ, qui entrent en concurrence. Mais donc, ce travail, je dirais, vraiment transversal, et j'ai entendu avec grand intérêt ce que disait Claude Mollard sur l'IMA, cette transversalité qui est une richesse incroyable, a aussi évidemment ses contreparties. Alors, donc, transversalité qui apporte énormément. Maintenant, on peut se demander, mais pourquoi on fait cette ingénierie culturelle ? En fait, on s'est dit, en fait, peut-être, enfin, ça s'est dit dans l'ensemble de la présentation aujourd'hui, pour avoir plus de ressources propres. Mais est-ce que c'est vraiment le moteur de la machine? On peut en douter quand on regarde les chiffres droit dans les yeux. Bien sûr, nous sommes une institution qui a des coûts de fonctionnement assez importants, ne serait-ce que en raison de ses bâtiments, mais quand même, je vais vous dévoiler les chiffres, ce sont des éléments connus et publics. Si je prends l'année 2019, nous avons fait un chiffre d'affaires de, je vous fais en grosse masse, de 3 millions sur notre ingénierie culturelle. Qu'est-ce que ça représente? En fait, ces 3 millions représentent seulement 10,6% 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
et qui sont évidemment plutôt la billetterie, plutôt les revenus de location de notre centre des congrès, les événements commerciaux, etc. Et ces mêmes 3 millions ne représentent en fait que un peu plus de 2% de nos recettes de fonctionnement de manière générale. Donc, ça signifie que même dans une institution où la pratique de l'ingénierie culturelle est vraiment très poussée, très développée, où on a vraiment une démarche de prospection tant vers le public que vers le privé, ça reste vraiment marginal. Donc, en fait, on le fait aussi pour d'autres choses. Et je rejoins en ça ce que soulignait Agnès Salle dans son intervention. On le fait pour des questions presque symboliques, des questions qui sont de l'ordre de l'image, de l'ordre du rayonnement. Alors, ce rayonnement, il peut être dans des projets qui sont des projets commerciaux, où on fait beaucoup d'argent, mais malgré tout, faire de l'ingénierie culturelle, c'est aussi porter sa marque en dehors de ses murs, en dehors de ses frontières, faire, même si en fait nous ne faisons pas de branding comme d'autres pourraient le faire, pas encore, enfin on n'est pas équipé intellectuellement et méthodologiquement pour ça jusqu'à présent, mais malgré tout, quand on ouvre une cité des enfants à Hong Kong, la cité des enfants et la cité des sciences et de l'industrie est visible. Ça, je vous prends la partie je dirais, image dans des gros projets commerciaux, mais il y a aussi un autre type de rayonnement qui est plutôt de l'ordre de la diplomatie, et ça a été souligné à plusieurs reprises. C'est vraiment ce côté où la question financière ne rentre plus en ligne de compte, mais c'est une question d'aide au développement. Quand on participe à des projets, et on a eu le plaisir d'être sollicité par le Messie pour un projet qui a été pointé par Agnès, tout ce travail, je dirais, d'aide dans les projets, dans les pays en voie de développement, sont aussi quelque chose de symbolique parce qu'il y a un vrai échange, un vrai enrichissement, un sens de la mission qui, j'ai envie de dire, transcende nos collaborateurs. Et collaborateur, le mot est dit, c'est peut-être le dernier, mais peut-être pas le moindre des bénéfices de l'activité d'ingénierie culturelle, c'est que nos collaborateurs en sortent chaque fois transformés. Ils en sortent transformés pour différentes raisons. Bien sûr, le contact à l'autre. Bien sûr, la confrontation à d'autres types de métiers. Mais c'est surtout le changement de posture induit par l'ingénierie culturelle qui fait cette transformation totale, ce décentrement. Je constate à chaque fois que, par exemple, l'attitude de mes collaborateurs par rapport à nos prestataires change du tout au tout. Le niveau d'exigence, l'intransigeance sur certains rythmes, la manière de définir la commande, tout ça se modifie profondément et l'institution en tire le plus grand bénéfice. Donc, l'intelligence des musées a un prix, mais il y a aussi beaucoup de bénéfices non monétaires à retirer de cette activité. Je vous remercie. Merci Michel. Moi, on est rentré vraiment dans le concret. Tu nous as dit là aussi vraiment énormément de choses. Je passe la parole à notre dernière intervenante. On est toujours un peu pris par le temps, malheureusement. Et il y a tellement de commentaires dans le chat qui sont intéressants. Il faudra qu'on prenne le temps, évidemment, d'y répondre. Donc, je vais passer maintenant la parole à Laurence Chénaud-Dupin. Peut-être, Laurence, je vous vois pas dans le chat, vous ne devez pas être bien loin quand même, parce que voilà, ça y est, on s'est retrouvés. Merci. Alors, je crois que parmi vos interventions, vous allez nous préciser un peu la dimension du territoire. Oui, merci beaucoup, Juliette. Effectivement, à écouter tous ces intervenants précédents, il y a plein d'idées qui surgissent et dont on aimerait parler et pouvoir développer. Du coup, je vais être assez rapide pour pas trop redire non plus de choses, mais plutôt me placer effectivement du point de vue du territoire pour peut-être montrer un autre point de vue. Et en fait, vous livrez, ça n'a rien de théorique, mais c'est vraiment des observations et des témoignages qui sont issus de la pratique de terrain que moi j'ai pu faire au fil de mes années professionnelles,
puisque alors, le terrain, c'est quoi? C'est une vingtaine d'années dans les musées, secteur public, et plutôt des musées dans des petites collectivités, les musées territoriaux. Ça a été aussi une dizaine d'années dans un grand équipement culturel à fort rayonnement, qui n'est pas proprement un musée, puisque c'est la Cité du Vin, mais avec une expérience qui est empruntée malgré tout à l'univers des musées, et en particulier parce que j'étais dedans aussi. J'ai apporté ce que j'avais appris dans le monde des musées et ce que m'avait amené ma formation. Et puis maintenant, aux côtés des musées, puisque maintenant je pratique l'ingénierie culturelle, ou en tout cas l'accompagnement sous différentes formes, et souvent aux côtés de plusieurs agences qui viennent me chercher pour constituer des équipes ad hoc. Donc, cette navigation, je trouve, entre le secteur public et des projets privés et la pratique du secteur privé est enrichissante, et je trouve que ça rejoint beaucoup de choses de ce qui s'est dit. Et je constate qu'on est de plus en plus nombreux à avoir ce genre de parcours où il y a une certaine porosité, ce qui était sans doute moins pensable il y a quelques années. Donc, moi, ce qui me frappe à écouter tout ça, c'est qu'il y a un certain nombre de réalités de terrain qui sont valables finalement, quelle que soit l'échelle. On a parlé notamment de complexité, et ce n'est pas réservé aux grands projets, aux grandes institutions, et je dirais même, c'est particulièrement vrai à l'échelle des territoires, où le musée ne peut pas se concevoir comme une entité autonome, mais fait partie d'un tout, et non seulement d'un tout culturel local, mais plus largement, c'est un maillon sur le territoire parmi tout un tas d'autres offres, d'autres possibilités qui relèvent du loisir, qui relèvent des services, qui relèvent de l'enseignement, etc. Et le musée est dedans et doit trouver sa place sur le territoire. Je pense aussi que cette vision, elle est peut-être d'autant plus forte depuis que beaucoup de musées sont passés aux mains de regroupements de communes et pas seulement de communes. Et donc, il y a peut-être moins ce côté, voilà, on a un joyau qui est notre patrimoine et il nous appartient et on réfléchit de manière très autocentrée. Mais finalement, avec ce changement d'échelle, qui reste une petite échelle territoriale, il y a une vraie réflexion de la part des élus que je ressens fortement sur justement le rôle social du musée, mais social vraiment au sens large, aussi son rôle économique, son rôle d'attractivité, etc. Et du coup, tout changement de projet, toute nouvelle ambition qu'on voudrait donner à un musée, ou on va essayer de réveiller un musée qui dort un peu, il y en a malheureusement, ça nécessite sur le terrain des compétences multiples et qui sont parfois assez éloignées du cœur du métier historique des responsables d'établissement, même si, et heureusement, effectivement, et on constate, il y a une vraie diversification des compétences dans les musées et une vraie aussi montée en compétences au sein des équipes depuis un certain nombre d'années, et notamment avec la mise en place, je pense, de la filière territoriale culturelle et le développement des formations, bien sûr l'INP, les formations aussi universitaires, en médiation, en régie, en tout ce qui touche autour du développement culturel. Ça permet d'ailleurs, alors maintenant là que je suis du côté purement ingénierie privée, où je viens en renfort de ces équipes internes, d'avoir des interlocuteurs très réactifs et très ouverts, ce qui était peut-être moins le cas il y a quelques années. Alors effectivement, c'est à la fois, il y a quelque chose d'assez fascinant et très, très passionnant, je trouve, c'est que cet environnement, il est à la fois, me semble-t-il, de plus en plus normé, avec des contraintes réglementaires, juridiques, des contraintes de management qui sont extrêmement fortes, etc.
Et en même temps, il est de moins en moins formaté sur le contenu et sur ce qu'on peut faire de ces musées. Et ça ouvre la porte à certaines hybridations qui me semblent intéressantes. Mais là encore, ça me demande de jongler avec différentes compétences pour arriver à faire quelque chose d'intéressant sans, comme le disait justement Anaïs, perdre de vue le cœur même de l'activité du musée et son identité propre qu'il doit revendiquer à travers tous ces usages, tous ces nouveaux usages qu'on peut attendre de lui. Finalement, depuis qu'on a mis les publics au centre de la réflexion des musées, ça remonte quand même à quelques décennies maintenant, donc ça, c'est des choses que les musées savent faire et bien. Ça a mis en avant, bien sûr, des compétences autour de la médiation, mais ça a aussi soulevé des questions. On s'est mis à parler de services, on s'est mis à parler d'accessibilité, bien sûr. C'est quelque chose qu'on a parfaitement bien compris. Mais aujourd'hui, dans cet environnement territorial plus large, et aussi dans ce monde plus ouvert où on peut plus se comparer les uns aux autres avec ce qui se fait sur les territoires voisins, ce qui se fait même à l'étranger, pourquoi pas, de prendre en compte d'autres dimensions comme les flux touristiques, la concurrence entre les offres, de réfléchir à la durée de ce qu'on peut proposer, d'avoir un autre aussi regard sur les tarifs et d'imaginer tout un tas de synergies peut-être de plus en plus forte et parfois même au-delà du champ strictement culturel. Donc ça, c'est un peu le constat et le diagnostic que je fais moi de mon expérience. Alors, on a beaucoup parlé des compétences à l'intérieur des musées et de la manière dont elles pouvaient soutenir d'autres projets, et notamment à l'étranger. Mais sur les territoires, il faut bien savoir que la réalité est assez différente parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Les professionnels des musées, dans la plupart des établissements, sont en général submergés par le travail. Ils ont des équipes qui ne sont pas forcément dimensionnées pour faire face aux ambitions des élus ou même à leurs propres ambitions. Et ça, c'est une réalité. Il y a une vraie problématique de disponibilité parce que mener un projet de renouvellement, de création, c'est quelque chose de chronophage et au-delà des compétences techniques que ça demande aussi du temps et ça demande. Alors ça, c'est aussi une réflexion que je fais liée à l'expérience que j'ai eue. Je pense pour qu'un projet fonctionne, il faut qu'il se fasse dans un temps relativement réduit. C'est aussi un des paramètres. Les projets qui s'étendent trop longtemps ont parfois vocation à se déliter. Les changements politiques font qu'ils peuvent être bousculés, etc. Et il me semble qu'il y a une dynamique de projet à maintenir. Et donc, tout ça, c'est très mobilisateur pour les équipes. Et donc, il me semble qu'il y a assez peu de musées en dehors des grandes institutions, des grands équipements dont on a parlé ici et qui sont des modèles. Et d'ailleurs, ce sont des modèles à la fois très stimulants et c'est parfois très frustrant pour les musées sur le terrain de ne pas pouvoir suivre ce genre de démarche. Mais donc, assez peu de musées proposent de l'ingénierie sur les territoires, de musées territoriaux. Je regarde, alors il y a sans doute des régions qui sont mieux dotées que d'autres, mais en Nouvelle-Aquitaine, alors à part, et ce ne sont ni l'un ni l'autre vraiment des musées à proprement parler, mais Cap Science, qui est un CCSTI qui le fait depuis de nombreuses années et qui est soutenu par la région pour le faire, et la Cité du Vin, dans laquelle j'ai été, qui commence à le faire, poussé par la demande. Mais peut-être le musée d'Aquitaine, je n'ai pas eu le temps d'appeler Laurent pour savoir s'il faisait ou pas, mais il est possible qu'il fasse un petit peu. Mais sinon, je connais très peu de musées qui peuvent se permettre de le faire, bien qu'ils aient potentiellement des compétences. En revanche, alors juste une petite incise, cette
vision, cette approche très globale du territoire, où la dimension économique est prise en compte d'emblée, où le rôle social très, très fort, etc. Finalement, je me dis que les pionniers, ça a peut-être été les écomusées dans cette démarche à l'échelon local, mais ça m'est venu en écoutant et en réfléchissant à tout ça. Alors, ce que je disais, donc, en revanche, les musées, effectivement, ils ne sont pas forcément producteurs d'ingénierie à l'extérieur, mais ils sont consommateurs de plus en plus. Et alors, ça peut continuer à soulever certaines réticences chez certains professionnels, mais de moins en moins. Et ces réticences, il y en a qui sont légitimes. C'est celle de se sentir dessaisie, d'une part assez passionnante du travail, mais en général, les projets sont vraiment co-construits et finalement, je pense que cette réticence est en train de tomber. L'autre crainte qui peut exister, c'est la perte des valeurs, et notamment vis-à-vis d'agences privées d'ingénierie culturelle. Or, de la même manière que, vous le disiez, Michel, on ne plaque pas les projets quand on arrive sur un nouveau terrain. Yanis aussi, je crois, le disait. On fait vraiment du sur-mesure. On s'imprègne et c'est le cœur même de ce travail. Et donc, cette inquiétude de perdre les valeurs qui sont les valeurs propres, à mon avis, n'est pas vraiment véritablement fondée. Et puis, la perte de la singularité, là aussi, avec cette inquiétude peut-être d'une standardisation et de suivre des modèles, mais au contraire, en amenant des compétences croisées très diversifiées, on peut être très inventif et construire des projets très singuliers et très adaptés au terrain. C'est vraiment l'objet. Je vois qu'il est 54, donc je ne vais pas développer les deux exemples que j'avais prévu éventuellement de développer. On le fera dans les questions si vous voulez des exemples vraiment de terrain. Mais du coup, pour terminer, moi je suis convaincue que ces pratiques d'ingénierie qui impliquent de clarifier des objectifs, de faire une analyse de l'environnement très forte et un peu dépassionnée en fait, puisque quand on arrive pour faire de l'ingénierie, on n'est pas issu du territoire, on n'a pas d'a priori, et donc analyser les forces, les faiblesses d'un territoire, et aussi d'ailleurs de jouer un rôle de révélateur vis-à-vis des équipements qui nous questionnent, parce que quelquefois, ils ne voient plus en quoi ils sont précieux et quels sont leurs points forts. Et ce travail-là peut vraiment jouer, on leur tend un miroir et on va leur permettre de s'appuyer sur ces forces pour trouver un positionnement. Et c'est l'autre point important qui doit être déterminé par une singularité, une légitimité et la complémentarité avec ce qui existe sur le territoire. Et puis, il y a un dernier élément qui n'est pas un élément technique, mais qui est un élément plus de l'ordre du symbolique. Le support de l'ingénierie qui arrive et qui arrive entre les techniciens du terrain et les élus permet, je trouve, avec un regard extérieur et un changement de posture, de donner beaucoup de liberté à la parole, de s'autoriser des choses que peut-être chacun avait en tête à certains moments, mais n'osait pas, ou parce qu'il y a des questions de pouvoir sur place qu'on ne pouvait pas mettre sur la table. Et ça permet aussi de mettre un certain nombre de choses sur la table, notamment sur les questions de gouvernance, mais pas seulement. Donc, je partage ma conviction que ces pratiques d'ingénierie sont utiles parce qu'elles mixent les compétences, parce qu'elles vont chercher le meilleur dans les secteurs, dans le domaine du privé, dans le domaine du public, pour pouvoir répondre sur mesure et prendre en considération toute la spécificité des projets. Voilà, j'arrête là
Oui, et merci Laurence. Alors, voilà que toutes nos interventions sont faites. On sait que notre ami Christian Otto se tient prêt à faire une conclusion de ce débat et on lui laisse le temps de sa conclusion parce qu'elle est toujours très intéressante. Mais on a un temps un peu court, mais on a un temps pour le débat. Alors, le débat n'est pas toujours très facile sur ces plateformes et on demande toujours aux gens qui le souhaitent d'intervenir dans le chat. Et en fait, il y a beaucoup de commentaires plutôt que des questions qui sont dans le chat. Je peux malheureusement pas les lire toutes, ça n'aurait pas de sens, ça nous prendrait trop de temps, mais je pense que chacun d'entre vous peut les lire et éventuellement les intervenants ou d'autres personnes donner peut-être des bouts de réponse comme vous l'entendez. Alors bon, il y a des commentaires qui sont des commentaires, Claude, au début de ton intervention, il y a eu plusieurs commentaires sur les chiffres, mais je crois que ce n'est pas des sujets tellement de débat. Moi, j'en vois quelques-uns, mais vous en voyez peut-être d'autres. Il me semble qu'on a abordé tellement de choses. Une des questions tourne autour des compétences. On n'a pas parlé tout le monde en a parlé, je crois, Hervé, vous avez commencé aussi à en parler, puis beaucoup de... Quelles sont les compétences qui sont susceptibles de faire l'objet de transfert de compétences, d'ingénierie culturelle? Quelles sont les compétences nécessaires pour devenir acteur d'ingénierie culturelle dans son propre musée? Et puis, dans le chat, on le voit bien, et après l'intervention de Michel-Antoine aussi, plusieurs d'entre vous ont évoqué le retour sur expérience, le fait que l'ingénierie culturelle formait en retour des gens, transformait les professionnels, bien sûr, et que probablement il faut anticiper les compétences, c'est ce que dit Laure Pressac, il faut anticiper les compétences à venir. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de rattraper au vol cette question sur les compétences? Je sais qu'Anaïs Aguerre avait demandé la parole, je crois avoir vu sa main se lever. Hervé, vous voulez reprendre la parole? Je crois qu'il y a une fonctionnalité prise de parole. Activez-la si vous le souhaitez. Et puis, je vous donne mes questions que j'ai retenues, puis il y en a d'autres peut-être qui viennent. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Antonio Rodriguez, puisque ça décoiffe, si je peux dire, par rapport à ce que nous connaissons, et en particulier cette manière de parler très concrètement du rôle social des musées, alors que nous, on a souvent un langage un peu incantatoire quand on parle du rôle social. Je trouve que Antonio a été très précis. Est-ce que vous avez réagi comme moi? Est-ce que ça vous avez cette impression? Et puis, bon, Antonio a parlé de deux pandémies, la pandémie Covid et la pandémie sociale. Je trouve que c'est fort. Enfin, est-ce que vous aussi, ça vous a fait réagir? Alors ensuite, il y a des questions sur qui paye, etc. Il y a pas mal de questions sur les risques de dérive commerciale, mais bon, ça, on peut peut-être les avoir dans d'autres débats aussi. Sur les compétences, quelqu'un a envie d'attraper au vol, Anaïs? Je veux bien, parce qu'en fait, mon point, c'était pour rebondir. Vous m'entendez? Oui, mais j'ai un moment de panique parce qu'on me dit que mon ordinateur va s'arrêter dans 9 minutes et 20 secondes. Alors, je vais voir si j'arrive à résoudre ce problème. Aïe. Alors, pendant les minutes, j'essaye de remplir. En fait, c'était pour rebondir aussi sur l'intervention juste avant, qui est en fait liée à cette question de compétences. En fait, je pense qu'il y a des choses intéressantes, justement, dans le travail aussi entre les professionnels des musées et des cabinets d'ingénierie. Parce que parfois, justement, on n'arrive pas tellement... Il y a du savoir-faire, de la connaissance, mais le packaging de justement arriver à savoir comment on l'intègre, quels sont les business models pour pouvoir vendre ça, c'est pas toujours une compétence qui est en interne. Et souvent, en fait, on voit des projets, des collaborations où on perd beaucoup de temps dans des négociations qui durent très longtemps parce qu'on a du mal en fait à calibrer quels vont être les besoins, comment ça va pouvoir s'insérer dans le musée. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose où
je vois des entreprises comme Culture Connect, on est très sollicité par rapport à ça, parce qu'en fait, ça fait gagner énormément de temps de pouvoir bien calibrer l'intervention et de développer ce savoir d'activation en fait des connaissances, de connaissances en interne. Et sur le point de l'or Pressac, je pense que oui, il faut complètement anticiper ces nouveaux besoins. Et il y a encore une fois tout un champ en fait de collaboration avec tout le monde des startups qui travaillent autour des musées, des institutions culturelles, des cabinets d'ingénierie culturelle pour travailler ensemble et développer des offres qui sont effectivement nouvelles, enfin innovantes et qui permettent de pouvoir développer ce partage de savoir-faire de façon plus professionnelle. Merci Anaïs. Michel-Antoine a demandé la parole aussi. Oui, pour ajouter, sans que ça invalide quoi que ce soit de ce qui vient de dit par Anaïs, mais je crois qu'on doit aussi développer d'autres types de compétences que celles qui sont classiquement celles de l'ingénierie culturelle. Et j'entends par là la participation avec les publics, avec les instances locales, cette co-création que l'on fait avec les publics. Ce sont des méthodologies que nous devons encore développer et qui sont indispensables pour justement répondre aux enjeux sociaux tellement bien pointés par Antonio. On doit changer de méthode pour changer ce qu'on va produire comme offre culturelle. Mais je vois qu'Antonio a levé la main, donc je ne serais pas étonnée qu'il puisse enchaîner. Beaucoup Antonio, vous avez demandé aussi Agnès San après. Yes, my comment is related to Oui, mon commentaire, c'est par rapport aux compétences dont on a besoin. Je dirais que toute compétence qui peut vous aider à devenir plus conscient de ces différentes forces de changement, c'est une compétence qui devrait être rajoutée parce que nous sommes tous différents, nous avons tous des arrière-plans professionnels différents. Donc, le fait juste de sortir de votre zone de confort et essayer d'apprendre de nouvelles compétences dans le domaine technologique ou dans le domaine social ou dans le domaine juridique et éthique. Donc, toute compétence que vous pouvez gagner pour mieux comprendre ces forces de changement, ça va être très bénéfique. À cause de la situation aux États-Unis, la pandémie sociale, je dis toujours que l'une des meilleures compétences qu'on pourrait avoir, c'est de c'est de s'impliquer plus dans l'intelligence émotionnelle parce que ça implique une sensibilité, ça implique des compétences sociales, ça implique plusieurs domaines qui vont nous aider à comprendre l'impact profond de l'environnement social et économique des musées. Donc, ce ne sont pas des compétences traditionnelles, mais ce sont des compétences qui peuvent nous aider à comprendre comment nous pouvons survivre dans un monde qui change tellement. Merci beaucoup. Merci Antonio. Agnès Sal. Micro Agnès, micro. Oui, je croyais l'avoir allumé, pardon. S'agissant des compétences et de leur transfert, juste un mot pour dire qu'en effet, ce qui est très passionnant, c'est qu'il y a également une capacité dans l'ingénierie culturelle et dans la manière d'exporter nos savoir-faire à l'étranger, une transmission également de valeurs en termes démocratiques, en termes économiques, en termes sociaux, en termes culturels évidemment. Là, par exemple, nous travaillons, et Antonio l'a dit admirablement, nous travaillons par exemple au Bénin, à Abomey, dans l'édification d'un nouveau musée qui aura sa place sur la cour des Amazones et des Rois du Dahomey, un site historiquement extrêmement marqué. Et nous travaillons non seulement à l'édification d'un lieu culturel qui a vocation à accueillir les collections béninoises qui étaient au Quai Branly, qui ont été restituées au gouvernement du Bénin, mais ce musée s'insère dans un ensemble patrimonial d'une valeur universelle exceptionnelle qui est inscrit dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais nous avons profité de cette
expérience culturelle pour transférer également des compétences qui serviront à remettre en avant, en lumière, l'artisanat local. Il y a donc une dimension à la fois muséographique, mais également économique, mais également touristique. Et évidemment, on l'a dit dans le chat tout à l'heure, il y a également des dimensions de la problématique muséographique qui croisent des enjeux sociaux majeurs. Je suis aussi au ministère de la Culture, haute fonctionnaire à la diversité et à l'égalité. Ces enjeux d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de diversité d'origine, de diversité sociale, de diversité économique, nous sommes également là pour les porter au travers du transfert de compétences dans le champ culturel au bénéfice de nos partenaires étrangers. Donc je crois que cette dimension finalement de l'ingénierie, elle recouvre des enjeux extrêmement variés. Évidemment qu'ils ont un volet économique, un volet financier, et encore une fois, je crois que nous avons été toutes et tous là pour le dire, il n'y a absolument aucune raison ni d'y renoncer, ni d'en avoir honte, mais qu'au-delà, on est quand même porteur et porteuse de beaucoup d'autres enjeux, de beaucoup d'autres valeurs. Merci Agnès. Laurence Chénaud-Lupin a demandé la parole. Est-ce que Laure Pressac veut intervenir pour préciser ses interventions dans le chat? La parole déjà à Laurence. D'accord, et bien évidemment, toute compétence utile est bonne à prendre, mais c'est non seulement les compétences, mais même les modèles. J'irai plus loin, j'irai même les modèles. On peut aller trouver des modèles pour la gestion des flux. Je pense à des grands établissements. Quand on travaillait à la Cité du Vin, on était en observation quand on était dans un aéroport, quand on était dans une grande surface, quand on était dans un tiers-lieu. Et je pense qu'il y a des Enfin, on a vraiment intérêt à être très ouvert pour renouveler notre vision des équipements et pour trouver notre place en tant que musée auprès d'un public qui, lui, navigue entre tous ces modèles et il a toutes ces références. Donc, il est exigeant, il est très demandeur et il faut vraiment être très ouvert dans ces références. Laure ? Je vais juste compléter et rebondir, mais c'est ce qu'on a dit et tout va dans le même sens. C'est intéressant le parcours de Laurence aussi. Moi, j'ai un parcours qui est assez proche, où j'ai des allers-retours entre le privé et le public pour des grandes institutions et où je vois qu'en fait, on revient quelque part à la définition première de l'ingénierie qui est la vision globale. C'est-à-dire en fait un creuset où on arrive à mélanger des compétences qui sont de l'univers du privé, qui sont de l'univers du public, qui sont des compétences historiques qu'on a acquises et des compétences futures. Moi, c'était le sens de la question, enfin, qui est une question vraiment ouverte et plutôt pour interroger l'avenir de ce qu'on fait. Moi, j'ai été très marquée par l'intervention de Claude Mollard au début, de me dire finalement, cette notion de l'ingénierie culturelle, bien sûr, il y a eu énormément de choses, mais la maturation du sujet a pris 10, 20, 30 ans. C'est-à-dire que lui, dans les années 80, il a lancé ce concept-là. Je me demandais quel devrait être aujourd'hui le concept qu'on devrait pousser aujourd'hui en France, qui serait la future ingénierie culturelle. Sur quel axe elle devrait être, sur quelle expertise elle devrait être, parce que là, on parle de compétences et d'expertise. On n'a pas fait le recensement, mais il y a des dizaines de métiers. On a parlé de la médiation, on a parlé de l'approche économique. On est très bon sur la valorisation, quelque part aussi des boutiques. Alors, les anglo-saxons, Anaïs me rectifierait sans doute, sont sans doute meilleurs que nous, mais enfin, il y a quand même des choses très importantes et on le fait avec une certaine approche et une certaine, justement, fidélité à ce que doit être un musée et un lieu culturel. Donc, c'était plus, j'allais dire, une porte ouverte peut-être pour un futur débat, parce qu'il est tard ce soir, mais de prospective en fait, et de se dire si on devait inventer l'ingénierie culturelle de 2030, de 2040, sur quelles expertises il faudrait la faire porter et pour finir avec ce lien, avec quelle formation. Moi je suis enseignante à Sciences Po Lille dans un master qui forme des gens à la culture et je leur enseigne le management de projets culturels en m'interrogeant toujours sur qu'est-ce que c'est qu'un projet, qu'est-ce que c'est qu'un projet culturel, qu'est-ce qu'il a de particulier, donc voilà. Et pour faire le pont, j'ai un autre cours à Sciences Po Paris où je parle de cultural entrepreneurship en anglais à des gens à l'international et où on a aussi en France ce terreau et cette diversité des startups culturelles qui réinventent le modèle. Donc je trouve que c'est voilà, deux questions intéressantes sur l'ingénierie de demain. Qu'est-ce que c'est? Avec quelles compétences? Merci Laure.
Hervé, un mot sur la prospective, parce que l'agence France Muséum, à ce qu'on m'aurait Oui, dit, mais c'est pas une effectivement. Alors, obligation. C'est pas une peut-être, obligation à 9h15. Hein. non, non, peut-être juste, et effectivement, vous avez tout à fait raison, et je pense que la question finale est excellente. C'est quelles sont les compétences, quelle est cette intelligence qui va être susceptible d'engendrer effectivement la question du prix. Alors, effectivement, moi, ce qui me plaît beaucoup, et ça, je ne fais que répéter ce qui vient d'être dit, c'est que l'ingénierie culturelle, en réalité, effectivement, elle mobilise des dizaines et des dizaines de compétences parce que, comme je le disais, le musée, c'est un système complexe. Si on prend les deux extrêmes du spectre, on peut imaginer de mobiliser des philosophes de l'art. Je pense qu'il faudrait quelqu'un qui réécrive la phénoménologie de l'esprit, la théorie du musée développée par Hegel en 1804. Ça, c'est l'extrême du spectre et c'est intéressant pour réfléchir le musée de manière extrêmement conceptuelle. Et de l'autre, je vais vous donner une anecdote très claire, c'est quand quelqu'un vous dit « mon musée, je veux qu'il accueille du public scolaire », il faut lui dire « cher ami, vous allez avoir à 9h du matin 3 bus, 150 gamins, mais il faut que vos toilettes elles soient dimensionnées de manière à accueillir 150 gamins d'un coup d'un seul. Donc il faut des gens qui sont capables de réfléchir dimensionnement des toilettes, et il faut des gens qui sont capables de réécrire Hegel. Et je pense qu'entre les deux, vous avez des scénographes, des architectes, des conservateurs, vous avez… Et justement, le boulot de l'ingénierie culturelle, c'est de savoir quelles sont les compétences mobilisées quand, et puis surtout de savoir qui sont les meilleurs dans tout ce champ d'activité. Mais ce qui est effectivement le truc très extraordinaire, c'est que justement, le musée, c'est tellement complexe qu'on peut dire que quasiment tout ce qui fait le génie humain peut être mobilisé. Et donc, voilà, il suffit juste, et comme une recette un petit peu complexe, un peu subtile, il y a de mobiliser des équipes. Hein, c'est un peu aussi comme une équipe de France, là en l'occurrence, on parle d'équipe de France, et je pense que l'équipe de France, en la matière, c'est une des meilleures du monde. Donc, voilà, moi je suis extrêmement optimiste sur la capacité que l'on a à mobiliser les compétences au service de projets, qu'ils soient gros, petits, ambitieux, moins ambitieux, etc. Parce que… voilà, il y a énormément de compétences chez nous et je pense que dans l'intérêt général au sein de notre pays, mais ailleurs, vraiment aussi, pardon, et je voudrais aussi insister sur ce point, l'ingénierie culturelle, même si elle a un prix, elle est liée à une mission d'intérêt général qui est, encore une fois, de rapprocher un public des œuvres de l'esprit, renforcer l'expérience sensible. Et c'est vraiment la gloire et c'est toute la fierté de travailler dans ce secteur que de se dire que même s'il y a une question de prix, même s'il y a une question de marché, fondamentalement, nous sommes quand même au service du beau, nous sommes au service voilà, d'une sorte de mission un petit peu supérieure qui fait qu'il y a toujours une âme dans ce que nous faisons et ça, c'est vraiment la grande beauté de ce métier. Merci Hervé de ce message parce que c'était important de le dire et j'espère que ce débat a nourri aussi la réflexion de chacun sur cet enjeu de l'ingénierie culturelle, lever les appréhensions de certains, fait saisir véritablement que c'était bien d'intelligence dont on parlait et que c'est notre bien le plus précieux à tous. On est arrivé quand même au terme un peu plus tard que prévu. Donc Christian Hutin va nous faire une conclusion et je vous recommande de l'écouter parce que Christian nous habitue à des conclusions assez stimulantes. Et ensuite me reviendra de remercier un certain nombre de personnes. À vous Christian. Bonjour Juliette, bonjour à tous, vous m'entendez? Ouais, je vous vois, mais je ne vois pas vous n'êtes pas en vidéo. Malheureusement, ma caméra ne fonctionne pas. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de la relancer. De toute évidence, elle ne fonctionne pas. Eh bien, je vous remercie encore une fois de m'avoir proposé de faire les conclusions de cette nouvelle soirée de débat ICOM consacrée à la déontologie dans le monde des musées. C'est toujours un plaisir pour moi et je pense que c'est un plaisir partagé aussi très largement que de prendre part à ces manifestations, puisqu'il est 9h15 et nous sommes encore plus de 72 à être courageusement présents et à discuter ensemble.
C'est vrai, ça fait maintenant un certain temps que je participe à ces soirées et que j'en anime les conclusions. Je dois dire que pour moi, ce débat a été un débat assez différent des précédents, en raison du thème, mais aussi très largement, je crois, en raison des intervenants et des prises de parole qui ont été faites. C'était un mélange véritablement à la fois d'intervenants qui étaient des experts de très haut niveau, mais qui étaient aussi des acteurs pleinement investis dans l'ingénierie culturelle et qui, pour certains aussi, avaient, de par leur longévité, la longévité de leur investissement dans ce domaine, une véritable fonction, je crois, de grands témoins pour animer le débat de ce soir. Un débat aussi, je crois, qui s'est noué autour des concepts, des outils de pensée qui sont en tout cas dans une certaine mesure, propres à ceux de la haute fonction publique française. Et je souligne à ce propos que c'était la première fois, sans doute, dans l'histoire des débats de l'ICOM, que sur 4 premiers intervenants, 3 étaient d'anciens élèves de notre École nationale d'administration et se sont exprimés avec beaucoup de brio, ce qui prouve qu'il y a là certainement une des manifestations de notre génie national qu'on aurait bien tort de jeter aux orties en ces temps de remise en cause et de contestation du rôle qu'a pu avoir l'École nationale d'administration. Ceci étant posé, j'essaierai de développer le propos de cette synthèse en 3 temps, tout d'abord en historicisant un petit peu la question de l'ingénierie culturelle, ensuite en essayant de resserrer mon propos autour des termes du débat de ce soir et enfin en faisant un tout petit peu de prospective à mon tour, mais en mettant simplement mes mots au service des idées qui ont été développées par certains des intervenants, notamment Jean-Hervé Lorenzi. Alors tout d'abord, historiciser le débat. C'est certainement très intéressant et très important. On a vu la publication, et on voit en ce moment la publication d'une très belle histoire mondiale des musées de Christophe Pomian, mais elle ne met pas forcément l'accent sur les aspects économiques de la vie des musées. C'était tout l'intérêt de la citation développée par Naïs Aguerre de rappeler que le musée faisait aussi partie historiquement d'un écosystème économique et de citer les propos du fondateur du South Kensington Museum, aujourd'hui le V&A, qui rappelait que le musée, pour lui, était un acteur de la vie économique et qu'il avait son rôle à jouer dans le développement de l'économie, dans la création de l'offre, de la demande, du désir d'achat et du désir de reproduction et de valorisation sociale qui passe par la transaction économique. Ensuite, si on veut resserrer un petit peu la focale sur l'histoire récente, sur l'histoire culturelle de la France contemporaine, je rappellerai ici à la fois les interventions de Claude Mollard et puis en écho celle de son complice Jean-Hervé Lorenzi, puisqu'ils ont rappelé qu'ils s'étaient connus, qu'ils s'étaient côtoyés et qu'ils avaient été tous les deux les acteurs de cette histoire qu'ils nous proposaient ce soir. Si on veut donc resserrer un petit peu la focale temporelle, on se retrouverait grosso modo à l'époque de ce fameux moment musée qu'a évoqué Pierre Nora dans l'ère des commémorations, avec à la fois la création du fonds d'investissement culturel, mais aussi bien entendu l'expérience fondatrice, l'expérience quasiment séminale de la création du Centre Pompidou, avec la mise en place de méthodes de maîtrise des coûts et de respect des délais en vue de la mise en œuvre d'un projet. Le rôle tout à fait essentiel, évidemment, des années longues, avec le développement du budget du ministère de la Culture, la place faite à l'innovation, le déploiement des énergies, et puis un troisième temps, le temps, je dirais, des agences, un temps plus récent, celui-ci, avec notamment dans le cas français la mise en place de l'agence France Muséum, et donc d'une agence fortement attachée au modèle muséal français et à la promotion de celui-ci à l'international, mais on trouverait évidemment des exemples comparables dans d'autres pays du monde, et on trouve aussi de plus en plus, bien entendu, le développement d'agences privées dédiées à l'ingénierie culturelle. Donc une expérience essentielle de l'agence France Muséum, intimement liée à l'histoire tout aussi unique du Louvre Abu Dhabi, qu'a retracé à grands traits Hervé Barbaret.
jusqu'à la période contemporaine, avec pour autant, et c'est le deuxième point que je développerai, une conceptualisation de la notion d'ingénierie culturelle qui a été bien posée par Claude Mollard et qui, je crois, mutatis mutandis, s'applique quand même à peu près à la plupart des situations qui ont été évoquées ce soir. L'ingénierie culturelle étant ici définie comme la capacité d'apporter une solution optimale en termes de maintien de la qualité, de respect, de maîtrise des coûts et de respect des délais, afin de fournir à celui qui la demande la meilleure solution, la solution la plus adaptée évidemment à ses besoins. Une ingénierie culturelle donc qui se développe dans un écosystème, en l'occurrence pour nous celui des musées, qui est un écosystème extrêmement complexe, comme Hervé Barbaret l'a rappelé, puisque le musée est très loin d'être seulement un lieu, c'est-à-dire un bâtiment et des œuvres, mais finalement beaucoup plus. Et on touche là pratiquement à une définition du musée, autre que celle promue par l'ICOM, mais tout aussi intéressante. Un musée est à la fois une narration, le lieu de production, d'élaboration d'un discours, c'est le lieu d'une relation à un public, à un environnement, à un territoire, hein, pour reprendre un petit peu l'orientation de Laurence Chénaud-Dupin. Relation à un territoire et à un public qui passe par une nécessaire médiation, qui s'effectue effectivement dans un lieu et qui suppose également un modèle économique. On ne peut pas penser le musée aujourd'hui sans penser le modèle économique qui va avec. L'ingénierie culturelle est un des paramètres de ce modèle économique. Elle est en elle-même, d'ailleurs, un écosystème extrêmement complexe, puisqu'elle est, si on croise un petit peu les différentes perspectives qui ont été données ce soir, elle est pour le musée le lieu finalement d'une transmutation. Le musée a d'abord été un objet pour l'ingénierie culturelle et de plus en plus, il est devenu un sujet acteur de l'ingénierie culturelle. Mais il n'est pas acteur seul de cette ingénierie culturelle. Il l'est avec des intervenants extérieurs. Ça a été souligné par plusieurs. Le musée, de par la pluralité des experts qui évoluent en son sein, qui tous sont détenteurs d'une capacité partielle d'ingénierie culturelle, doit, pour fédérer celle-ci, pour mettre celle-ci en œuvre, pour faire projet en matière d'ingénierie culturelle, bien souvent avoir recours précisément à un professionnel de l'ingénierie culturelle qui, lui, va être extérieur au musée, et y compris pour vendre le savoir-faire du musée d'un pays à l'international, il faut avoir recours à des cabinets qui sont eux des cabinets marchands. Et puis se pose à l'intérieur de cet écosystème également le rôle de l'État, dans la mesure où un certain nombre de musées, de grands établissements peuvent être percés des acteurs de l'ingénierie culturelle, mais se pose dès lors la question de la visibilité, de la lisibilité, de la cohérence d'un État en matière de diplomatie culturelle et d'usage de l'ingénierie culturelle à l'international, d'où le rôle de structures comme celle mise en œuvre par Agnès Salle au ministère de la Culture, à la fois pour fédérer les énergies au niveau national, pour mieux prospecter sur différents marchés potentiels à l'international et pour mettre finalement en adéquation les meilleurs acteurs nationaux avec les besoins les plus spécifiques à l'international. Donc un écosystème extrêmement complexe avec le filigrane de toute cette soirée, finalement ce qui sous-tendait toute notre discussion ce soir, l'intelligence des musées a-t-elle un prix ? Question à laquelle la quasi-totalité des intervenants, tous je crois, ont répondu oui, évidemment elle a un prix et il est normal qu'elle ait un prix et il est juste et sain d'une certaine manière qu'elle ait un prix, mais plusieurs d'entre eux ont introduit également ce bémol important, elle a un prix, oui mais à quel prix finalement ? Et pourrait-on dire presque jusqu'à quel prix ? Effectivement, l'ingénierie culturelle est aujourd'hui dans le monde des musées une question fondamentale, notamment parce qu'elle participe au développement des ressources propres. Pour autant, on ne saurait faire de tout, et en tout cas on ne saurait faire de tout efficacement en termes de coûts, on ne saurait faire de tout ingénierie culturelle. Cela, c'est Michel Antoine, je crois qu'il a bien montré, il est nécessaire pour un acteur muséal qui souhaite développer une activité d'ingénierie culturelle d'avoir une réflexion approfondie sur l'opportunité de développer en matière d'ingénierie culturelle tel ou tel segment de son activité, tel ou tel de ses savoir-faire. Et mutatis mutandis, ce que
tel musée fait en tant qu'acteur de l'ingénierie culturelle, tel État, ça je renvoie ici à l'intervention d'Agnès Sall, doit aussi savoir le faire à partir de l'ensemble d'offres de production intellectuelle muséale qui existent sur son territoire. Il s'agit donc de bien cibler le secteur d'activité du musée qui est susceptible de faire fruit en matière d'ingénierie culturelle. Il s'agit également, et ça a été souligné par plusieurs acteurs, de bien mettre en balance ce que le développement de l'ingénierie culturelle fait peser comme pression interne sur les équipes par rapport à ce qu'il peut leur rapporter en termes de bénéfices extérieurs. Sachant que les effets potentiellement stressants en termes de pression interne sont toutefois compensés. Ça a été souligné là aussi par plusieurs intervenants, notamment par Laurence Chénaud, mais aussi par Michel Antoine et par d'autres. Tout ce que ce type de projet peut également apporter de bénéfiques aux équipes en termes de construction des équipes, de renouvellement de celles-ci, de travail en commun, de mise en œuvre de transversalités qui sont extrêmement productives, et également, dans une certaine mesure, de développement de la réflexivité. Finalement, développer l'ingénierie culturelle, c'est aussi se demander quels sont nos points forts, qu'est-ce que nous savons véritablement faire bien, qu'est-ce que nous faisons le mieux, et peut-être aussi, en creux, se dire également quels sont finalement nos points faibles, quels sont les points sur lesquels nous sommes perfectibles, et quels sont peut-être les points sur lesquels nous aussi, nous pourrions avoir besoin d'une ingénierie culturelle. Poser des limites également, une fois qu'ont été bien identifiés les différents secteurs de cette ingénierie culturelle, les différents segments de celle-ci. Je renvoie ici encore à l'analyse très pertinente d'Anaïs Aguerre. L'ingénierie culturelle doit rester un outil, elle n'est pas une fin en soi, elle doit s'articuler par rapport aux missions fondamentales de production de valeurs culturelles que sont les musées, de production de valeurs ajoutées culturelles. Elle doit s'inscrire dans une démarche qui est éthique, elle doit participer, sans le nier, du rôle de la réaffirmation du rôle social et du rôle éthique des musées, des limites qui ont été bien posées, notamment dans le contexte actuel, dans le contexte de la pandémie que nous avons connue, ou plutôt des pandémies que nous avons connues, pour faire référence à l'intervention d'Antonio Rodriguez, qui parlait de 2 pandémies aux États-Unis, à la fois une pandémie virale et également une pandémie sociale. On voit que le développement effréné d'une logique de développement des ressources propres et finalement de développement peut-être de l'ingénierie culturelle à tout crin mène également à des difficultés sociales, voire met en péril le musée en tant qu'institution lorsqu'on en arrive à des coupes sombres dans les budgets et également à des licenciements extrêmement massifs. Et puis, une fois posées ces limites, on peut peut-être essayer également de les dépasser en voyant ce que l'ingénierie culturelle apporte au-delà de la dimension proprement économique. Cela a été souligné aussi par plusieurs intervenants. Je reprendrai d'abord ce qui a été dit. Elle est le lieu d'une production, d'une effervescence, d'une réflexion interne, d'une réflexivité interne pour l'institution qui est loin d'être négligeable. Elle est aussi, et cela a été montré aussi bien par Antonio Rodriguez que par Laurent Chénaud-Dupin, un outil pour la construction des territoires, pour la construction du lien social. Elle s'inscrit enfin, et ça Agnès Sall l'a bien montré, aussi dans un contexte international qui est un contexte concurrentiel, mais pas seulement sur le plan économique. On parle ici de diplomatie culturelle, de rayonnement pour les États, mais aussi de rayonnement pour les institutions. Et cela, Michel Antoine l'a également montré, dans l'ingénierie culturelle, on attend certes des bénéfices, mais pas uniquement des bénéfices économiques, et parfois même marginalement des bénéfices économiques. On attend également des bénéfices symboliques, des bénéfices culturels, des bénéfices non marchands. On attend peut-être même plus encore, et là je renvoie à l'exemple développé par Agnès Sall à propos du Bénin, on attend finalement de la transmission de valeurs. On espère, à travers la coopération culturelle, peut-être ce qui est finalement une forme, en fait, de dialogue interculturel. Je terminerai très brièvement par évoquer la dimension prospective de notre débat de ce soir. Elle a été largement fournie au début, en fait, de notre conversation par Jean-Hervé Lorenzi.
Une dimension prospective qu'on pourrait développer en 3 temps finalement, avec tout d'abord un temps très très court qui est celui de l'impact des plans de relance, celui que nous avons connu jusqu'à présent, mais aussi le deuxième, c'était un scoop qui était annoncé ce soir pour les participants de cette soirée débat ICOM, avec probablement un deuxième plan de relance qui ne portera peut-être pas son nom, mais qui viendra certainement à l'automne. On nous a même annoncé peut-être une date aux alentours du 20 novembre, et un deuxième plan de relance pour lequel le secteur de la culture devrait demander, devrait exiger, pourrait espérer en tout cas plus que ce qu'il a obtenu pour le premier plan de relance, si on veut véritablement être à la hauteur des ambitions qui sont celles de demain. Un deuxième temps qui est un temps à 2 ans, 3 ans, qui est lui un petit peu plus flou, un petit peu plus incertain, peut-être un petit peu plus pessimiste aussi, celui du moment où le rebond aura cessé de rebondir et qui sera peut-être celui de l'amorce vers une transition plus difficile. Et puis enfin, celui à moyen terme ou à long terme, qui est celui de cette grande rupture qu'a évoqué Jean-Hervé Lorenzi, tout en faisant référence à l'ouvrage dont il a également un petit peu assuré la promotion, qui consiste finalement à penser que le Covid a été pour nous un accélérateur de l'histoire économique du monde et qu'un certain nombre de tendances lourdes déjà présentes font que tout certainement ne pourra pas redémarrer de la même manière. La technologie croît, mais les gains de productivité faiblissent. Le vieillissement de la population, lui, ne cesse d'augmenter et les équilibres sociaux sont particulièrement à surveiller. C'est finalement en fonction de ces 3 paramètres structurels fondamentaux, lourds, que devra certainement se penser l'ingénierie culturelle de demain et que les musées devront penser leur rôle dans l'ingénierie culturelle de demain. Je vous remercie encore une fois pour cette très belle et très intéressante soirée que vous nous avez fait vivre. Merci Christian de cette, merci beaucoup. cette conclusion toujours brillante et stimulante, vraiment. Il me reste à remercier tous ceux qui ont participé à cette soirée. Je remercie les interprètes qu'on a fait travailler un peu plus longtemps que prévu. Merci à vous. Merci à Catherine Schwartz et à Joël Michel qui prennent des notes pendant nos débats et qui nous permettent de publier nos débats dans des délais rapide et avec une transcription d'une fidélité dont je suis à chaque fois étonnée, même si j'en ai vu beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci surtout évidemment à Anne-Claude Maurice, notre déléguée générale à ICOM, et à Cléa Calderoni qui est encore ici en ce moment en train de gérer les aspects d'enregistrement de tous ces débats. Et donc ce sera publié dans quelques semaines. Vous suivrez ça bien sûr sur le site d'ICOM France. Merci à tous. Merci aux intervenants. Merci aux participants qui sont restés jusqu'à 10h moins 20. On était un peu moins nombreux que quelquefois, mais je crois que vous avez été d'une grande fidélité et que la densité de ce débat fera date dans l'histoire des débats d'ICOM France. Merci à tous.